Bonjour à tout le monde. J'espère que tout le monde le soit. Oui, Je suis Stanislas Nkounli, assistant technique auprès du réseau Pamoja Éducation. Bienvenue à ce webinaire consacré au financement de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle. Qu'il vous souvienne que le 1er octobre dernier, on a déjà eu un premier webinaire consacré à la même problématique. Il me plaît bien de faire quelques rappels en termes de points d'attention à l'issue de cette réunion. Et on retient fondamentalement que les ressources publiques nationales doivent constituer la première source de financement de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle et que les États africains doivent accroître leur allocation budgétaire en faveur de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle, conformément aux préconisations de l'UNESCO et du cadre d'action de Marrakech. Et l'autre point d'attention, c'est que, en dehors de cela, il faut continuer à explorer les autres sources de financement complémentaires ou alternatives. Je peux parler des appuis des institutions onusiennes, des projets, programmes, des partenaires techniques et financiers. Et un accent particulier a été mis sur la participation des communautés bénéficiaires. Participation en termes de contribution financière, mais aussi en termes de contribution en nature. Et enfin, c'était retenu qu'on intensifie le plaidoyer en faveur de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle en ciblant les banques et les opérateurs de téléphonie mobile et en impliquant aussi toutes les parties prenantes. Voilà globalement ce qu'on peut retenir de ce premier webinaire et on a décidé de prolonger les échanges, mais cette fois-ci en mettant le focus sur les résultats d'une étude qui a été réalisée et que nous aurons le loisir de partager avec vous tout à l'heure les grands axes. Donc, sans protocole, je voudrais laisser la parole à la coordonnatrice régionale de Pamoja Éducation pour son mot introductif. Carole? merci beaucoup Stanislas. Bonjour à toutes et tous. Merci pour votre présence à ce webinaire d'échange sur les modèles de financement de l'alphabétisation de l'éducation non formelle en Afrique de l'Ouest. C'est vrai que c'est un document que nous avons validé depuis 2023. Mais étant donné que les problématiques du financement sont toujours percutantes et que ça ne laisse personne indifférent, nous avons jugé utile avec notre partenaire DVV International, qui est, je le souhaite, un partenaire qui soutient le réseau Pamoja depuis sa création. Et c'est vraiment le lieu de dire merci encore pour cette main d'association pour l'avancement de l'éducation des adultes en Afrique de l'Ouest particulièrement. Merci pour votre présence, comme je le disais, et j'espère que ce webinaire sera vraiment un cadre d'échange pour que nous puissions partager les résultats de notre étude, mais aussi apprendre de nouvelles choses parce que vous êtes des acteurs du terrain et vous êtes pétris d'expérience et nous espérons que cet après-midi, nous allons pouvoir discuter ensemble, collecter cette bonne pratique qui vont certainement nourrir nos actions communes. Je voudrais nous souhaiter tous un très bon webinaire et cette présentation sera faite par Madame Eleonore Ouedraogo, qui est une experte chevronnée dans le domaine de l'éducation des adultes. Elle totalise plus de 30 ans dans ce domaine et elle pourra partager avec nous non seulement la synthèse de l'étude, mais si vous avez aussi des questions qui vous préoccupent, elle pourra apporter des réponses conséquentes.
Je nous souhaite donc une bonne écoute. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a l'interprétation qui est disponible. Si vous voulez écouter les échanges en anglais, vous aurez à sélectionner au niveau du globe qui est en bas de votre écran et ça vous permettra de suivre en anglais. Merci et bonne suite à chacun de nous. Merci beaucoup, Carole. Comme annoncé, euh, cette rencontre nous permettra d'entrer dans l'étude qui a été réalisée et qui a fait un certain nombre, qui a mis en perspective un certain nombre de pistes à explorer. On va continuer avec la série d'interventions. Carole l'a dit tout à l'heure, DVV International fait partie des partenaires les plus importants de Pamoja Éducation et d'ailleurs du secteur de l'éducation. Nous avons la représentante, je dirais la directrice régionale de DVV dans cette rencontre. Maë, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup. Merci de m'avoir accordé la parole. Bonjour à tous et à toutes. Donc, moi, c'est Maë Fassner. Je suis la nouvelle directrice régionale pour l'Afrique de l'Ouest pour DVV International. Pour ceux qui connaissent pas encore, DVV International et l'Institut des coopérations internationales de la Confédération allemande pour l'éducation des adultes. Et nous soutenons l'apprentissage tout au long de la vie depuis plus de 50 ans dans le monde entier. Nous travaillons avec nos partenaires surtout sur les conditions cadres de l'éducation des adultes. On appuie aussi la professionnalisation des acteurs et des structures chargées de l'éducation des adultes. Et on met en place également des structures d'éducation des adultes locales à titre pilote. Bon, si on parle du financement, c'est vraiment un sujet très, très débattu. Je pense qu'on est tous d'accord sur ça. Il existe diverses études, publications et projets qui traitent cette question. Comme on vient d'écouter, c'est vrai que souvent, on entend que le financement de l'éducation des adultes est principalement considéré comme relevant de la responsabilité de l'État. Surtout en ce qui concerne les groupes marginalisés ou les domaines de l'alphabétisation et de l'éducation des bases. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on observe aussi une certaine tendance croissante quand même à considérer l'éducation des adultes plutôt en tant que responsabilité personnelle qui devrait être financée par les apprenants eux-mêmes ou par les secteurs privés. Comme M. Stanislas a dit, a priori, la solution se trouve entre les deux. Hein. Et je peux juste vous inviter à continuer à travailler sur les différentes approches des financements de notre sous-secteur qui est vraiment pas évident à sécuriser, à ne pas attendre que quelqu'un vienne proposer un financement, mais d'essayer vraiment à diversifier les sources de financement pour vos activités respectives sur les différents niveaux d'intervention. Et à cette fin, je pense que cette étude qui a été faite et qui va être présentée aujourd'hui est vraiment importante. Je pense qu'il est important de continuer à évaluer les principales sources et mécanismes de financement, ainsi que leur mise en œuvre, d'analyser les réussites et les échecs, d'identifier les domaines dans lesquels les fonds publics peuvent être utilisés au mieux et en même temps de déterminer aussi les rôles des autres acteurs, hein, privés, société civile, etc. Donc, je suis très, très ravie que nous tenons aujourd'hui ce webinaire. Je remercie à Madame Eleonore qui va présenter les résultats de son étude. J'ai hâte de vous écouter et de discuter avec vous après sa présentation. Et finalement, je tiens à remercier Pamoja Éducation Afrique de l'Ouest, qui est comme Madame Carole, la coordinatrice, a déjà dit, vraiment un partenaire clé DDV International dans la sous-région Afrique de l'Ouest et qui accomplit un travail extraordinaire et très, très important dans le domaine de l'éducation des adultes, ce qui concerne la transmission des connaissances, l'échange des expériences et des connaissances et
les plaidoyers dans notre sous-secteur. Donc, un grand merci pour l'organisation de cet atelier et je reste à disposition pour tout genre d'idées ou des initiatives que vous voulez apporter aujourd'hui, mais aussi au-delà de ce webinaire. Et maintenant, il me reste seulement à vous souhaiter, à nous souhaiter à tous et à toutes un bon webinaire et merci beaucoup. Merci beaucoup à Madame la coordonnatrice régionale de DVV International. On retient de votre intervention que l'éducation non formelle reste un pilier central du secteur de l'éducation. Et pour son financement, vous conseillez la diversification, mais dans cette diversification, il faut quand même prioriser l'autofinancement. Cet autofinancement, c'est à deux niveaux. Il y a les communautés bénéficiaires, mais il y a également les États qui doivent accroître le budget dans ce sens. Pour boucler la liste, nous allons inviter maintenant le coordonnateur régional du projet ACP pour son intervention, s'il vous plaît. Là, je pense qu'il va Thank you very parler, much. il va parler en anglais, donc si vous voulez écouter ça en français, il faut changer de channel. Merci. Sorry. Okay. I'm very glad to be here. My name is David Je Harrington. I'm the m'appelle, project manager je of suis the gestionnaire de National projet of du which pro- Umoja is a part. dont And Moja fait I'm very partie. happy to be Je here with suis you content today d'être on this ici webinar and together avec with vous Umoja. aujourd'hui. And as May said, thank you very Et much to comme elle a Umoja dit, for merci organizing this beaucoup webinar today. d'avoir organisé ces webinaires For aujourd'hui. those of you who don't Pour know, ceux it's not qui only ne in le savent West pas, c'est pas Africa tout simplement en that Afrique de we have l'Ouest this que partnership nous between avons ce DVV partenariat International entre and DVV Umoja, International but also et Pamoja, Carol, mais as the aussi coordinator of Umoja, Carole, qui est coordinatrice is also on our de advisory committee, which is like Pamoja, a board siège aussi for au the comité African consultatif qui Continental est Party. comme un So conseil yes, du continent africain. it's a Alors, very strong il y a, partnership, and nous it's sommes great to déjà see un grand partenaire et each ça other fait on du this bien webinar d'être today. ici ensemble. Yeah, I don't want to say too much because Je ne vais pas trop we're going to pérorer have parce the que nous allons presentation avoir la by the end of the webinar, présentation and I don't et want to je ne say voudrais something pas that maybe is part of dire des my choses, peut-être ça va faire presentation. partie de la But the présentation. funding Et of donc, financing of adult education is les something that financements de all of us l'éducation have des in adultes, c'est common. quelque We all chose que nous avons struggle. tous en We commun. know Nous sommes en train de our nous governments débattre. know Nous what is now savons primary que education notre or some other gouvernement voudrait sector. financer But l'éducation. adult education Mais l'éducation des comes adultes very low on the vient list. So when we knock on the door au of bas de public la liste. Lorsque finances nous frappons à to la say, porte, please pour give ce qui more concerne les to finances publiques, adult dire que education, and we donner should. beaucoup plus à l'éducation d'adultes, nous This devons is le the same thing we've faire. been doing Et ça, for c'est la même many, chose many que nous pouvons years. faire I remember pour plusieurs 10, 15 years back, années. Je I me was at a souviens, 10 à conference on 15 ans, funding, j'étais financing à une adult conférence sur education le in Germany. financement de l'éducation des And the adultes en person, I Allemagne. remember somebody saying, yeah, we had the same one 30 years Hum, ago, but Et nothing voilà has que changed. 30 années plus tard, rien n'a And changé I felt depuis ce sad. I felt moment-là. something is Euh, very, very strange if Et nothing il y has a changed quelque in all chose this qui time. est très What bizarre has quand quelque changed chose n'a rien is that the changé. way Mais that ce we qui a fund changé, c'est la façon dont adult education in, for le example, financement Mali s'est or fait, par Benin or exemple, Ivory Coast, Mali, Bénin may ou be en different Côte d'Ivoire. Et in South peut-être Africa, ces where façons-là there's peuvent être or maybe différentes de l'Afrique different du Sud again in Tanzania. So the ou way we différentes de ce fund, qui we s'est have to fait look en Tanzanie. at Donc, the la façon dont local nous faisons les financements, nous situation devons and considérer la how situation à to l'échelle fund it. And locale. the other point I Et, want to make et is autre point que j'aimerais that indiquer what ici, we need to do is really advocate. ce que So nous the devons one faire way we beaucoup plus, c'est de always faire les plaidoyers. propose that Donc, we should une improve public des manières finance de voir les for choses, c'est que nous adult devons education. This is true. We should. augmenter It's very good. les We finances should publiques improve pour des it. fins de But we l'éducation also have to des advocate adultes. C'est bien, nous for devons different ways, accroître les different fonds, mais nous adult devons aussi faire les education. That plaidoyers means pour that adult avoir education différentes may façons be de about financer l'éducation des health, adultes, ce qui maybe signifie about que agriculture, maybe about peut-être l'éducation economics. des Many, adultes many peut, different sectors take peut part être dans le in adult secteur education. de la And we should santé, bring those sectors in. ou autres. Donc, il y a For plusieurs Umoja, secteurs qui Ministry interviennent of dans Education l'éducation, donc in the country intégrer is aussi de ces funding secteurs. all of Donc, il ne devrait pas tout education, simplement but we need to advocate that s'agir du ministère de all of the l'Éducation, mais nous ministries devons understand their plaidoyer role in en adult faveur education du so rôle que good doivent at what jouer they tous do. les autres And ministères ou anyway, toutes I les know autres that institutions. De toutes les façons, et je vais had m'arrêter plenty là, to say et in the donc, discussion, but j'ai I look forward to hearing Madame Eleanor's
Donc, je m'attends à la présentation de Madame Eleanor. Merci encore une fois à Pamoja et à mes collègues d'Afrique de l'Ouest d'avoir organisé aujourd'hui ce webinaire. Je suis donc content que de faire partie de ce webinaire. Je dis merci. Merci, Thank you. le représentant projet ACP. On retient essentiellement que, bon, malgré tous les efforts, l'éducation des adultes demeure le parent pauvre, hein, au sein du secteur de l'éducation. Et les contextes, les réalités varient d'un pays à l'autre. Mais ce qu'on doit retenir, c'est que le financement public demeure une priorité, hein. C'est stratégique pour pouvoir atteindre les objectifs et les chiffres dans ce secteur. Il faut accroître le financement public. On va en savoir un peu plus sur ces différents modèles, sur les préconisations suite à la collecte de données qu'il y a eu dans le cadre de cette étude-là. Donc, on va écouter Madame Eleonore Ouedraogo, qui a eu le privilège de conduire cette étude, en Afrique de l'Ouest. Madame Ouedraogo, vous avez la parole. Oui, merci, Monsieur Stanislas. Bonjour à toutes et à tous. Oui, je suis Eleonore Ouedraogo. Alors, j'ai le plaisir de vous présenter la synthèse de l'étude pays sur les modèles de financement en Afrique de l'Ouest. Diapo. En guise de plan, nous aurons une introduction et nous allons rappeler les objectifs, les défis du financement de l'alphabétisation et l'éducation non formelle en Afrique de l'Ouest, les modèles de financement en Afrique de l'Ouest, et nous allons analyser et proposer des recommandations et une petite conclusion. Diapo. Alors, l'étude sur les modèles de financement fait la synthèse vraiment des études pays sur les modèles de financement de l'alphabétisation et l'éducation non formelle en Afrique de l'Ouest. Alors, elle a été commanditée par Pamoja Éducation avec l'appui financier de DVV International en 2023. Alors, l'éducation est un droit pour tous. Alors, l'alphabétisation et l'éducation non formelle font partie intégrante des droits de l'homme et sont inhérentes au droit à l'éducation reconnu par la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948. Diapo. Alors, l'alphabétisation et l'éducation non formelle jouent un rôle central dans la prévention de l'exclusion sociale et dans la promotion de l'équité et de la justice sociale selon l'UNESCO. Également, selon l'UNESCO, l'alphabétisation et l'éducation non formelle génèrent des bénéfices humains, politiques, sociaux, économiques et culturels pour les individus, les familles et les sociétés et est essentielle à leur développement. Alors, enfin, la 6e conférence internationale sur l'éducation des adultes, COP21 6, a affirmé que l'alphabétisation est la base la plus importante sur laquelle l'on doit construire un apprentissage complet, inclusif et intégré tout au long de la vie pour tous les jeunes et les adultes. Diapo. Alors, en rappel des objectifs, l'objectif global assigné à l'étude était de dresser le répertoire des modèles de financement de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle existants en Afrique de l'Ouest. Diapo. De manière spécifique, il s'agissait de procéder à la collecte des différentes manières dont les programmes d'alphabétisation et d'éducation non formelle sont financés, d'identifier les défis financiers auxquels sont confrontés ces programmes, d'analyser l'efficacité et l'impact des modèles de financement existants sur l'expansion, la qualité des programmes d'alphabétisation et d'éducation non formelle, de formuler des recommandations sur des modèles de financement efficaces
pour l'alphabétisation et l'éducation non formelle. Diapo. Alors, l'échantillon de l'étude est constitué par l'ensemble des pays membres de Pamoja Éducation. Les pays membres, c'est 14 pays. Et donc, il y a les 13 pays de l'Afrique de l'Ouest. Et nous n'avons pas voulu exclure le Maroc, qui est membre à part entière de Pamoja Éducation. Et donc, l'étude n'a pas voulu les exclure. Le seul pays du Maghreb qui est membre de Pamoja. Alors, au niveau du concept de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle, et quand on regarde les réponses des pays, l'ANF est considérée dans la majorité des pays comme s'adressant aux jeunes et aux adultes de 15 ans et plus et aux adolescents entre 9 et 14 ans. Cependant, les appellations de l'ANF diffèrent selon les pays. Alors, il y a des pays qui parlent d'alphabétisation, d'autres parlent d'éducation non formelle, comme le Burkina Faso, que je connais bien, et certains parlent d'alphabétisation et d'éducation non formelle. Alors, bien que l'objectif soit d'asseoir des connaissances instrumentales, c'est-à-dire lire, écrire, savoir lire, écrire et calculer, les définitions intègrent des aspects fonctionnels et plus savoir-faire ou aptitude, comme la culture numérique et les compétences nécessaires à la vie courante, ou la continuité de l'apprentissage dont l'application est indispensable pour atteindre un niveau supérieur. Au niveau des défis rencontrés par les programmes d'alphabétisation et d'éducation non formelle dans la région de l'Afrique de l'Ouest, nous notons que ces défis-là sont variés. Alors, dans le cas de cette étude, 4 défis ont été retenus et ont fait l'objet d'une analyse approfondie. Alors, il s'agit de défis liés à l'insuffisance des ressources financières, les défis liés à la formation des ressources humaines, les défis liés à la disponibilité des matériels didactiques et les défis techniques. Diapo. Au niveau financier, alors, on peut retenir essentiellement le relèvement de la part du budget de l'État consacré à l'ANF jusqu'à 3% ou plus du budget de l'éducation nationale. Mais également le défi du relèvement du niveau de mobilisation des fonds auprès des partenaires. Le défi de la baisse continuelle depuis ces dernières années du financement de l'alphabétisation des partenaires. Diapo. Alors, comme commentaire, nous dirons que l'ANF reste toujours le parent pauvre de l'éducation, malgré la recommandation de la conférence régionale de l'UNESCO à Bamako en 2007 de ramener le financement de l'ANF à 3%. Alors, la majorité des pays peinent à atteindre ce taux. Voilà, le taux de financement de l'ANF varie entre 0 et 1% en majorité, à l'exception du Mali, qui a un taux de 2,80, which has got et a le rate of Burkina Faso qui totalise un taux de 2.9, and 4,95% Burkina Faso en with a rate of 2023. Cependant, 4.5 in c'est au cas de 2023. certaines réalités, And there à are some savoir qu'ils intègrent les realities frais de suivi et because les salaires du some personnel au niveau, par exemple, du monitoring Burkina Faso. processes Diapo, in Burkina Faso, for instance. diapo. To the next slide. Next slide. Alors, donc, ce tableau Yeah. montre, donne This table that une you vue see there d'ensemble gives you a des taux de overview financement of de l'ANF au niveau des pays. the rate of Alors, quand on prend le financing Bénin, in c'est moins countries. When you take 1%. Benin, it's Et je note que minus ces données, c'est les 1%. données de I should say that this data 2023. this data is for 2023. Alors, le Bénin, c'est moins 1%.
Benin, Burkina it's a Faso, c'est -1. Burkina Faso, le Ghana, it's almost 5%. Guinée-Conakry, Ghana and the Guinea-Conakry, it is 0,02%, le 0.02%. Libéria, 1%, Liberia, you le can see there Niger, it is la Sierra 1% Leone, in 2022. 0,3%, Sierra Leone, it's Mali, 0.3%. Mali, 80%, it is 2,3%, almost 3%. I can't hear her. I On can't hear n'entend her. plus. Yeah, I can't hear her. Eleonore, tu es en ligne? Voilà. C'est certainement un problème de connexion. I Connexion. think it's a problem of Ouais. connection. Yeah, it should be a problem of connection. Madame Ouedraogo, Madame Ouedraogo, are you there? elle est partie. Ah non. I think she has been kicked out of the meeting. OK. Nous pouvons continuer. Let's continue. La connexion, Tu c'est... étais déconnecté. The issue of Ouais. connectivity. OK. Donc, voici This une is vue d'ensemble. maybe an Voilà. overview that I wanted to give to you. Au niveau technique, nous When avons it le comes défi to de la the technical level, disponibilisation we do de have the données challenge fiables of the sur availability l'ANF of reliable et le data when défi it de la comes mise à to disposition des matériels literacy and didactiques informal pour les education, as well apprentissages. as some Alors, en material effet, for sans the les données learning. statistiques fiables, Without il est reliable impossible de bien statistics, planifier et it gérer is very impossible ce to secteur de plan l'ANF. and manage Et this les sector matériels didactiques of sont le plus adult souvent désuets. education, and Ils ne most répondent pas of aux the aspirations des apprenants. material that we are Les using, they are infrastructures aussi obsolete and they ne do sont pas not adaptées correspond dans le to sous-secteur ANF. On voit the souvent que ce sont aspiration, des and hangars, sometimes we can see that sur these are des arbres angles, toujours, ça existe. and most of the time under the trees. Ce n'est It, pas it facile pour exists dans les magasins. again, and or Voici maybe 18 diapos. in some of the abandoned warehouses and so forth and Alors, so on. au niveau des Therefore, ressources humaines, il y a le when it défi de comes la to the human professionnalisation resources, des there is acteurs the challenge à of travers des renforcements de professionalization capacité continue through the et de renforcement du continuous partenariat. capacity building On and note également partnerships. We know une also note existence that de plans de the carrière inexistence pour la of plupart du career personnel âgé de plan l'ANF for dans most les pays of de l'Afrique de the l'Ouest. people that are in Les this note sector aussi que in les West rémunérations du Africa, personnel en charge even de l'ANF the ne compensation or respectent pas les wages standards internationaux. did not Allocation really de moins de adhere 100 $ to au salaire the mensuel pour les international facilitateurs d'ANF. norms, and it's less than Ensuite, $100 that au is niveau de la way. gouvernance, on note When it le comes to défi the de la governance, gestion rationnelle des there ressources is mobilisées the challenge when et it le comes to défi maintenance du maintien des partenaires techniques et of financiers the pour technical as l'appui well de as the l'ANF. Vous financial avez de plus en plus partners for the des support partenaires of this literacy and informal en tout education. cas, And sont en train de lâcher l'ANF they are et abandoning également this sector, INF, la gestion des ressources and aussi, en when tout it cas, il y a des comes choses à also dire. to human resources, things are also bad. Au niveau du pilotage, Now, coming on to note le the défi de la piloting, structuration there et de is the challenge when it l'institutionnalisation de comes l'ANF. to Vous voyez que restructuring and l'ANF est souvent institutionalization partagée of entre plusieurs INF. ministères Mostly, it's a shared et ce kind n'est of pas facile. function among Il y a le défi de la ministries, and coordination it's des not acteurs. easy. There is Pour this pouvoir coordonner tous ces challenge acteurs, c'est related to difficile. the coordination Il y a le défi of de la construction actors. des There is mauvaises also the perceptions challenge de l'élite sur of l'ANF. negative Il y a des champs, perception, and jusqu'à there are présent, au niveau people de up to today l'éducation, in qui the ne Ministry croient of pas à Education l'ANF. do not Ils ont believe une to mauvaise literacy perception and informal education. They've sur got a l'ANF. bad Il y a le perception défi of de la this visibilité de l'ANF. Jusqu'à sector. There présent, is a challenge l'ANF also related to the n'est visibility. toujours pas Up visible. to now, this sector is not yet visible. Alors, en entrant dans Therefore, les modèles de financement, so when it comes to nous financing model,
we've grouped them into two. First of all, the financing model by the public sector, and the other one is with partnership. When it comes to public financing, there is a model where the state is supporting. There is a model where which is based on the line budget. There is also another model that is based on the creation of line budget into the local government, for instance. So the financing based on the partnerships, we do have different model under this rubric. There is the model which we call PPP. There is also the model of private sector financing. There is another model which is the external. So these are technical and financial partners, diaspora and foundation. There is also a model through a fund dedicated to the literacy and informal education. There is also a model internal to, for instance, tuition fees that the learners are paying for the sale of products. There is also a model using social enterprises. There is also the pooling of funds, and there is also the model based on individual contribution, and another model is based on the allocation based per individual, for instance. When it comes to the assessment, we could say that the model of financing have got effects touching on the accessibility, quality, as well as the sustainability. The public financing, and as well as by local government, this finance could increase the access, the quality, as well as the sustainability in the long run. Whereas the support by, let's say, donors could access also the access and the quality, but could not be sustainable in the long run. The analysis of the financing of different programs of literacy and adult education was based on the following document. So we looked at the impact of financing a program and the mechanism of DVV, for instance. So we are estimating that l'organisation de galas, d'événements culturels, etc., peuvent accroître l'accessibilité et la qualité, mais elles peuvent ne pas couvrir toutes les dépenses de mise en œuvre et de modernisation. Également, bien que les partenariats publics et privés, les dons de la diaspora et les contributions individuelles puissent améliorer l'accessibilité et la qualité, ils peuvent ne pas être fiables ou suffisants pour couvrir toutes les dépenses de mise en œuvre. Et l'évaluation de l'impact financier des programmes d'alphabétisation et de l'éducation non formelle se mesure à travers plusieurs indicateurs en fonction des partenaires. Alors, nous avons relevé les bilans de fin de campagne organisés chaque année, au cours duquel est effectué le bilan moral et financier de chaque opérateur avec des résultats exprimés en pourcentage. Nous avons aussi les taux annuels d'exécution physique et financière qui sont qui servent à mesurer. Il y a l'allocation pour l'éducation non formelle sur le budget de l'éducation nationale, c'est-à-dire la part de l'éducation
l'éducation par des instituts spécialisés dans les pays pour collecter les données sur l'impact de l'alphabétisation tous les 10 ans à travers le recensement global de la population, mais aussi tous les 3 à 5 ans à travers des enquêtes ménages ou des enquêtes sectorielles. Diapo. Nous avons aussi des enquêtes de référence, des rapports post-évaluation, d'enquêtes et de rapports financiers. Et nous avons aussi le niveau d'augmentation des revenus ou des perspectives économiques des personnes qui ont participé au programme, c'est-à-dire la capacité à gérer des revenus. Il y a le niveau de création et la croissance des petites entreprises et d'activités entrepreneuriales grâce aux compétences et aux connaissances acquises. Il y a la contribution du programme à la réduction de la pauvreté dans les quartiers ciblés. Il y a le contrôle des taux d'employabilité et les types d'emplois obtenus par les membres du programme. Il y a l'examen des indicateurs globaux de développement socio-économique au sein des communautés tels que l'amélioration des infrastructures d'accès aux services et le niveau de vie. Alors, concernant les sources de financement des programmes, nous notons que la principale source de financement pour les programmes d'alphabétisation et d'éducation non formelle demeure la dotation de l'État, même si minime. Les autres sources de mobilisation de ressources proviennent des partenaires nationaux comme internationaux, les partenaires techniques et financiers, les coopérations bilatérales et multilatérales, les agences des Nations Unies, les ONG nationales, régionales et internationales. Ensuite, il y a également les organisations religieuses et les associations et ONG locales, les réseaux intervenant dans le domaine de l'ANF. Et dans une moindre mesure, on note les financements des collectivités territoriales, des organisations à base communautaire, les associations communautaires, les parents et tuteurs, des ressortissants de la diaspora, des fondations philanthropiques, des mécènes du secteur privé, d'entreprises, du partenariat public et privé. Ensuite, alors, quels sont les mécanismes de levée de fonds? Alors, plusieurs stratégies sont utilisées au niveau des pays pour la mobilisation des fonds pour le financement de l'ANF. Alors, à travers les programmes, projets, l'État lève des fonds pour le financement auprès des partenaires techniques et financiers, des ONG internationales, auprès de la coopération décentralisée, les fondations et les entreprises privées. Il y a également le plaidoyer mené par les OSC et les réseaux en alphabétisation et éducation non formelle. Il y a aussi des collectes de fonds à travers l'organisation d'événements culturels comme les dîners de gala, des programmes musicaux, etc. Et enfin, il y a le financement participatif qui est demandé aux populations, aux organisations à base communautaire et à la diaspora. Ensuite, il y a également les propositions de projets soutenus par des ONG internationales. Il y a la mobilisation interne à travers des frais d'inscription des apprenants. Il y a les appels à projets et les appels d'offres proposés par les partenaires techniques et financiers. Il y a les campagnes de collecte de fonds à travers le numérique. Il y a les contributions des volontaires. Ensuite, alors, au-delà de tout ça, nous avons essayé de noter quelques bonnes pratiques de modèles efficaces. Alors, plusieurs propositions ont été faites
Et cependant, il faut noter que que ces pratiques de financement dépendent du dispositif de financement de chaque pays. Alors, chaque pays a son dispositif. Donc, on a noté que le financement de l'État est est une meilleure pratique, car ce financement doit être pris en compte et de manière conséquente dans les budgets gouvernementaux. C'est ce qui peut perdurer, car les projets avec les PTF ont une durée limitée dans le temps. Diapo. Dans le même ordre, le financement à travers l'inscription d'une ligne budgétaire dans les plans de développement des collectivités est une bonne pratique qui s'inscrit dans la durée. Alors, le modèle de financement avec un panier commun de financement provenant de l'État, des partenaires techniques et financiers est une stratégie qui permet de toucher toutes les cibles. Ce fonds dédié à l'ANF est une approche efficace et pérenne. Alors, les autres bonnes pratiques notées sont la responsabilisation des communautés pour le financement des activités d'ANF à travers les activités génératrices de revenus que les bénéficiaires réalisent. Alors, nous en venons aux recommandations et nous avons plusieurs recommandations liées au financement, à la visibilité, au renforcement des contenus et stratégies de mise en œuvre de l'ANF. Mais nous avons opté ici de nous limiter aux recommandations liées au financement, bien que dans le document, vous trouverez les recommandations liées à la visibilité, au renforcement des contenus et aux stratégies. Alors, au niveau du financement, les recommandations liées au financement, il a été dit qu'il faut que l'État mette en place un modèle de financement d'un fonds sous forme de guichet pour l'ANF pour rendre l'autonomisation du sous-secteur effective et qu'il renforce les capacités des réseaux dans la mobilisation des ressources. Également, il a été dit que le budget de l'ANF devrait être porté à au moins 3 à 10% de celui de l'éducation nationale pour assurer l'apprentissage tout au long de la vie et conformément à la déclaration de Bamako de 2007. Suite. Il a été dit aussi qu'il était nécessaire d'inscrire une ligne budgétaire dans les plans de développement des collectivités territoriales en faveur de l'ANF. Qu'il fallait allouer un pourcentage des taxes payées par le secteur privé au département de l'éducation non formelle pour qu'il gère et finance les programmes et les entreprises d'éducation non formelle. Également, introduire une taxe spéciale sur les produits de luxe. Il sera dénommé soutien du bon citoyen. Organiser des rassemblements annuels spéciaux pour l'alphabétisation et l'éducation non formelle et lever des fonds de soutien des agriculteurs, des fonds régionaux de dotation, des fonds spéciaux de soutien international. Suite. Alors, en conclusion, nous dirons que le développement durable ne peut pas être traité comme un slogan pour une étape spécifique, mais plutôt comme une volonté, des décisions et des programmes dont le but ultime est d'éradiquer l'analphabétisme et de faire de l'apprentissage tout au long de la vie un mécanisme pour parvenir à un véritable développement. Alors, au terme de cette étude, nous constatons une volonté manifeste des acteurs impliqués dans l'alphabétisation et l'éducation non formelle et un réel engagement à développer le secteur malgré tous les défis financiers et matériels. Nous sommes à la fin de cette présentation. Merci pour votre aimable attention. Merci beaucoup, Madame Ouedraogo, pour cette présentation assez claire qui a mis en relief les points saillants
les grands résultats de cette étude réalisée sur les modèles de financement de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle en Afrique de l'Ouest. Avant d'aller à une petite synthèse, je voudrais nous inviter à ouvrir nos caméras pour une photo d'ensemble. On était à 50 participants tout à l'heure. J'étais enthousiasmé de réaliser la photo, mais la présentation était en cours. Mais là, maintenant, on est à 48. Il vaut mieux le faire maintenant, avant que l'effectif ne diminue encore. Merci d'ouvrir vos caméras, s'il vous plaît. C'est bon, Carole? Carole, C'est pas encore bon. Un instant. Tout le monde n'a d'accord. pas ouvert. Ou bien il y a des gens qui ne veulent pas. Est-ce que la traduction a suivi en anglais? Je sais pas. Lindia, can you please help for the picture? Il y a beaucoup de personnes, je sais pas comment le faire en une fois. Apprentissage tout au long de la vie. Exactement. D'habitude, il n'y a pas autant de choses. Ça tient sur une page, mais là, Ah bon, c'est vous faites c'est un deux, deux alors. c'est deux pages. Excusez, j'ai déjà fait la première page. Il reste la deuxième. Mais sur la deuxième page, je ne vois que des noms, hein. Donc, très peu de Non, personnes c'est ont pas ouvert grave. la caméra. OK, merci. Ça Merci peut aller. beaucoup. On peut la refermer. Alors, nous avons suivi avec attention la présentation des résultats de l'étude. Ce qu'il convient de retenir de façon synthétique, c'est que l'alphabétisation et l'éducation non formelle, c'est reconnu comme un droit à part entière par la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Et si euh, cela fait l'objet d'une bonne politique, c'est que l'ANF génère des bénéfices sur tous les plans, notamment au plan politique, social et économique. L'étude a permis de mettre l'accent sur quatre principaux défis. Le premier en lien avec le financement. Là, à ce niveau, on trouve que les ressources allouées à l'ANF sont insuffisantes. Il y a la question des décaissements aussi. Ensuite, le défi lié aux ressources humaines, la question de la formation est cruciale à ce niveau. La rémunération des ressources humaines, la gestion de leur carrière. Sur le plan des matériels didactiques, on constate une certaine vétusté du matériel existant. Apparemment, on a perdu Stanislas. OK. Je vais prendre le relais donc. Vous avez tous suivi l'étude, donc je crois que maintenant nous passons à la phase de commentaires, de questions, de partage. Je remercie tous les participants. Je vois Tanti Yvette qui est là. Merci pour ta présence malgré ton agenda chargé. On a déjà une main. Monsieur Kwasi Brice, docteur Kwasi, vous voulez parler? Donc, vous levez Euh, la main et je vous donne la parole. Voilà. c'est bon, j'ai la main. Oui, oui, allez-y. D'accord. Merci pour ce webinaire qui nous réunit encore sur une thématique importante de l'éducation des adultes en Afrique de l'Ouest. Et j'ai suivi avec intérêt l'exposé. J'ai un commentaire, effectivement. Merci à Mme Drago qui a réalisé l'étude. En fait, concernant les
les défis au niveau euh, du local et aussi au niveau des ressources humaines. Voici deux défis sur lesquels je vais réagir. D'abord, par rapport aux ressources humaines, il faut certainement nuancer parce que l'étude, la présentation du moins, a relevé qu'il y a une inexistence d'un plan de carrière pour les éducateurs d'adultes. Or, au niveau de la Côte d'Ivoire, je ne sais pas ce qu'il en est des autres pays, nous avons, c'est limité, mais il y a un plan de carrière. Quand je prends euh, des fonctionnaires qui sont formés à l'Institut national de la jeunesse et des sports, où sur concours, on recrute, soit avec le niveau BEPC ou bac, des personnes qui sont des maîtres d'éducation permanente. Et il y a un profil qui est très clair depuis les maîtres adjoints. Après un certain nombre d'années d'expérience, ils peuvent faire un concours professionnel, passer maître, après un autre concours, conseiller, puis inspecteur, And jusqu'au maybe grade up le to plus élevé de A7, de cadre supérieur. Donc, je pense qu'il y okay, a déjà the cette offre. cadres Elle est certes because limitée, mais elle est existante depuis it is limited, but it 1963 exists en Côte up d'Ivoire. since Par 19. rapport au local, ce que j'allais dire, c'est que en Côte d'Ivoire, nous avons donc au niveau du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, euh, des dispositions étatiques qui font que toutes les écoles primaires sont de facto des centres d'alphabétisation. Maintenant, la chose, c'est que, bon, peut-être que ce n'est pas la formule la plus efficace parce que à quel moment est-ce qu'on peut faire plusieurs programmes? Bon, mais il y a déjà ça. Et au niveau du ministère de la Femme, il y a des structures dédiées pour la formation des jeunes filles et des femmes où on fait l'alphabétisation. Et ces structures ont un programme bien formel. Mais ce que je voulais dire, j'ai été une fois sollicité par une ONG pour former des paysans dans le Bafing. C'est dans le nord de la Côte d'Ivoire. Ah. Et là-bas, ce que le village qui accueillait le centre a fait, les paysans eux-mêmes ont sollicité le chef qui a donné un local, un cadre plutôt. euh, et sur ce site-là, les paysans eux-mêmes sont allés couper des bûches de bois avec lesquelles ils ont confectionné des bancs. Ils ont bâti une case école, une case de sorte qu'ils ont pu même avoir un centre d'alphabétisation avec du matériel. Les menuisiers ont trouvé du matériel local et le coût n'était pas élevé. Seulement, la chose qui, pour le tableau, le président du conseil régional qui est venu pour l'ouverture a financé, il a offert un tableau. Donc, je pense que moi, pour moi, ce modèle de construction d'un local par la communauté elle-même peut être en même temps une contribution de la communauté. Et ce cadre-là, il était fait avec des pailles. À l'intérieur, il ne fait pas chaud, c'était bien approprié et tout. Donc, je pense que pour les zones rurales, au moins, on peut adopter ces approches-là pour faciliter des cadres dédiés à l'alphabétisation. Voici donc Ok. la contribution que je vais apporter. Merci infiniment, docteur Kwasi, pour vos contributions. On a bien noté les exemples et les bonnes pratiques de la Côte d'Ivoire que vous avez soulevées ici. Il faut mentionner que l'étude n'a pas concerné la Côte d'Ivoire parce qu'on s'était uniquement focalisé sur les pays membres de PAMOJA. Mais c'est bien que vous ayez fait mention de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Je voudrais donner la parole à Monsieur Paulin Junior. Ensuite, Monsieur Zinsou Nzangbe va suivre. Ok, merci bien. Apparemment, vous êtes connecté sur, sur deux Oui, périphériques, je ne sais pas. oui, non, je viens de me déconnecter. Le problème persiste. Ou bien, Monsieur Ah, Nzangbe parle et puis après, vous allez intervenir quand vous aurez fini de régler le souci technique. Oui, DG, vous avez la parole. Oui,
Oui, merci beaucoup, madame, et merci également à la présentatrice. Alors, j'ai suivi avec attention sa présentation. Dans sa présentation des données chiffrées, elle a mis qu'au niveau du Bénin, c'est moins 1%. Je n'ai pas compris véritablement les moins 1%, étant donné que nous avons tous déploré que le financement de l'AFA par l'État est très inférieur. Nous avons tous déploré cela. Mais pour ce que je sais, et pour être un acteur du système de la stabilisation, l'État béninois met à la disposition de ce sous-secteur un financement, même si le financement n'atteint pas le pourcentage souhaité, il y a un financement qui est mis à disposition et qui nous permet d'aller sur le terrain, tout d'abord, premièrement, de financer le faire-faire, la santé de faire-faire, et deuxièmement, de faire des descentes sur le terrain pour aller voir ce qui se passe. Et ces ressources nous permettent, par exemple, d'aller voir les centres privés qui travaillent sur le terrain et les centres ouverts par l'État lui-même à travers le faire-faire. Donc, il y a des ressources pour ça. Maintenant, quand on dit que c'est moins 1%, moi, ça m'a étonné. Je voudrais vraiment comprendre. C'était là le but de ma question. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Je précise que c'est Monsieur Muzangwe Marcelin, le directeur général du Fonds d'aide à l'alphabétisation et à la promotion des langues nationales. Donc, c'est normal qu'il qu'il intervienne par rapport à ça. Bon, j'aimerais préciser que dans le cadre de l'étude, il y a un questionnaire qui avait été envoyé au pays et les pays devaient renseigner. Je crois que le chiffre moins 1% est mis là pour dire que le taux n'atteint pas 1%, ça peut être 0, quelque chose, mais ils n'ont pas été capables de fournir le chiffre exact. Donc, c'est pourquoi ça a été mentionné comme ça. Mais d'autres pays, n'ayant pas eu le chiffre, ils ont laissé la colonne vide et c'est ce qu'on a aussi respecté dans la présentation. Donc, si le directeur peut nous aider à avoir les chiffres, on va les compléter aussi après. Et il faut dire que ce chiffre aussi est calculé en fonction du taux des 3% que l'UNESCO a recommandé. Donc, c'est clair que les États financent la l'AENF d'une manière ou d'une autre, mais est-ce qu'ils arrivent à la hauteur du minimum de 3%? Donc, c'est là toute la problématique. Monsieur Kwame, c'est bon maintenant? Oui, c'est bon. Ok, allez-y. Merci bien, madame. Je voudrais remercier et féliciter donc madame Ouedraogo pour sa communication et dire que même si ça n'a pas été fait en Côte d'Ivoire, mais globalement, je pense que ce qui a été dit correspond plus ou moins donc à la réalité. Du point de vue donc du financement, je vais dire, parce qu'au niveau, au niveau de la Côte d'Ivoire, nous sommes aux alentours donc de 0,03% à peu près, entre 0,03 et 0,05% pour le financement donc de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle. Et donc, ce sont les mêmes difficultés, les mêmes défis qui se posent donc, au niveau donc, de la Côte d'Ivoire. J'ai 3 questions. La première donc, concerne l'évolution des budgets ces 10 dernières années. Est-ce que dans l'étude de madame, elle peut nous donner, on va dire, une idée? Est-ce qu'il y a une évolution positive, même si les budgets alloués sont bas, mais est-ce que, en valeur donc absolue, est-ce qu'il y a une évolution, une croissance, ou est-ce qu'il y a une stagnation ou une régression de ces budgets alloués donc à l'alpha et à l'éducation non formelle? Deuxième question, est-ce que le questionnaire donc, a indiqué qu'il fallait prendre en compte tous les financements? Parce que quand je me réfère donc, au cas de la Côte d'Ivoire, il y a une faiblesse dans la coordination, en fait. Il y a plusieurs départements ministériels qui adressent la question donc, de l'alpha et de l'éducation formelle, mais il n'y a pas de coordination. De sorte que les données que vous captez, par exemple, au niveau donc, du ministère de l'Éducation nationale, ne prennent pas en compte, pour ce que je sais, donc, les données donc, dans les autres ministères. Et donc, est-ce que, madame, dans l'étude, il a été question donc, de capter toutes les ressources de tous les départements donc, en charge de la thématique?
troisième question, c'est au niveau donc justement de ce budget qui est alloué là, quelle est, on va dire, la répartition? Parce que il est fort probable que même ce budget-là, la grande partie de ce budget alloué-là concerne, on va dire, le fonctionnement donc des directions centrales ou des directions, et très peu, normalement, très souvent, donc, est alloué justement donc, aux activités proprement dites d'alpha ou d'éducation formelle. Est-ce que on peut avoir donc des informations relativement donc, au dispatching du budget, ce budget-là? Merci bien. Ok, merci, Monsieur Kwame. Bonjour, je voulais prendre la parole, Carole. Non, s'il vous plaît, un instant. Euh, Excusez-moi, je vais vous redonner la parole. Je ne sais même pas qui est intervenu tout de suite. On garde on garde les questions. On fait rapidement le tour et Madame Ouedraogo va répondre en bloc. Comme ça, on va gagner du temps. Et après, si vous voulez intervenir, il n'y a pas de souci, je vous redonne la parole. Madame Basinga, après Monsieur Koulibaly et Madame Kwasi. Merci, Madame la modératrice. Je joins ma voix à celle des autres pour dire merci à Madame Ouedraogo Eleonore pour son intervention. Alors, moi, c'était un commentaire ou insister sur certains aspects qu'elle a relevés, dont l'étude a relevé. En fait, c'est les ressources humaines. Et je pense que c'est le gros défi. Le premier défi à mon niveau, je pense que c'est les ressources humaines. Si on n'arrive pas justement à les former, on n'arrive pas à les garder parce qu'il y a une mobilité de ces acteurs terrains-là, que sont les animateurs, les superviseurs, parce que le gros problème, comme elle a eu à le souligner là, c'est la rémunération et la gestion des carrières de ces acteurs terrains. Alors que c'est un maillon très, très important de la chaîne. Et il va falloir justement, si on veut réellement avoir la qualité de l'éducation non formelle, qu'on insiste sur ce plan-là et qu'on puisse revoir les choses à ce niveau-là. Le deuxième aspect, c'est vraiment les données statistiques. Mais sans données statistiques fiables, c'est difficile. Comment on peut planifier, comment on peut savoir les trucs, c'est complètement difficile. Et c'est ça qui fait que, à un moment, et puis, j'allais dire que pendant longtemps, nous avons évolué sans le triple. Heureusement que maintenant, on arrive à faire cela. La formation de base, c'est-à-dire lire, écrire et calculer, mais la formation professionnelle et l'insertion socio-économique des formés et des néo-alphabétisés. Heureusement que maintenant, nous sommes en train d'aller dans ce sens-là. Sinon, c'est ça qui fait que l'alpha pour l'alpha, à un moment donné, ça n'avait pas de sens. On ne savait même plus que devenaient nos apprenants après un moment donné. Et beaucoup même retombaient dans l'analphabétisme. Je crois que là, je pense qu'on a trouvé un peu la solution et ça permet de fidéliser justement les apprenants dans les centres parce qu'au sortir, là, c'est des acteurs qui peuvent mener des activités génératrices de revenus et leurs conditions de vie quand même changent un peu. C'est ce que je voulais dire que le tritype là, en tout cas, les trois dimensions là, les alliés, c'est fondamental pour l'éducation non formelle et pour la suite. Mais un aspect, c'est ça, en fait, la capitalisation de tout ce qu'on fait. Si on demande aux opérateurs 5 ans, 4 ans après, que sont devenus nos apprenants, c'est pas si évident. C'est pas si évident. Le suivi après les centres d'alphabétisation, il va falloir qu'on puisse capitaliser. On fait des choses énormes, mais je pense qu'il y a un problème de pouvoir capitaliser tout cela pour pouvoir montrer à nos partenaires techniques et financiers. Merci pour la parole. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, Madame Basinga, pour votre commentaire que nous avons bien apprécié. Monsieur Koulibaly, je pense.
Monsieur Koulibaly, vous êtes là? Laka Koulibaly? OK. Madame Kwasi, alors, si Monsieur Koulibaly n'est pas encore prêt. Allô, vous m'entendez? Ah oui, on vous entend maintenant. On vous entend. Ah, super, Allez-y. merci. Bonjour à vous. Merci infiniment pour la parole donnée. Je dois commencer par remercier Madame Maë Fassner de nous avoir conviés à cette rencontre. Alors, je suis Koulibaly Laka, comme vous l'avez dit. Je suis chargé de relations extérieures de l'ONG Arebo, en Côte d'Ivoire, à Boaké. Bon, je dois tout de suite vous dire que notre ONG n'a pas pour vocation première l'alphabétisation, mais nous avons dans, j'allais dire, nos piliers je vais dire, de gestion, l'éducation. Et donc, c'est dans ce cadre-là que nous avons été joints. Et je vais les joindre à la conférence, au webinaire. Et je dois tout de suite vous dire que ça a été un grand plaisir, un moment de plaisir pour moi parce que j'ai appris énormément. Je voudrais déjà remercier la conférencière, à la suite de tout le monde d'ailleurs, Madame Ouedraogo pour sa présentation qui vraiment était, j'allais dire, très pédagogique. Alors, je voudrais tout de suite poser une question parce que lorsqu'elle faisait le propos introductif, elle a dit qu'il y avait, selon les environnements, l'alphabétisation ou l'éducation non formelle et l'alphabétisation et l'éducation non formelle. Bon, j'ai compris de cette explication-là que la perception de l'éducation et de l'éducation non formelle de l'alphabétisation dépendait de l'environnement. Donc, certains les considèrent comme étant synonymes et d'autres étant différents. Donc, ma question serait de savoir quelle serait donc la différence qu'on pourrait faire entre l'alphabétisation et l'éducation non formelle. Ça, ce serait ma première question. Et puis, comme je l'ai dit, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt. Je suis pas expert du domaine, mais ça m'a fait penser j'ai pensé à certaines solutions éventuelles. À une solution au moins. Je vais la proposer pour que ensemble on puisse voir ce que ça pourrait, si ça pourrait éventuellement être intéressant. Alors, il m'est venu à l'esprit que peut-être que une proposition serait de déjà contacter les sociétés civiles et puis les responsables de sociétés civiles pour que déjà, on va appeler ça une sorte de pression soit mise au niveau des partis politiques et autres, pour que déjà dans les programmes de société, lorsque les élections approchent et tout ça, dans les programmes de société, que soit inclus l'aspect de la formation des adultes. Et puis, je pense que ça devrait contribuer à ce que chacun puisse y accorder un peu plus de crédit, de sérieux, pour réfléchir clairement sur la question et au moins faire des promesses que quand ils seront au pouvoir, éventuellement, ils accorderaient, ils diraient effectivement ce qu'ils ont comme réflexion ou comme projet de société pour cette frange de la population-là. Bon, c'est à ce niveau-là que je voulais intervenir, tout en vous remerciant encore pour cette belle opportunité que vous nous avez donnée. Merci infiniment, Monsieur Koulibaly. Votre question est bien notée. Madame Kwasi. Excusez-moi, Carole, excuse-moi. Est-ce que Monsieur Koulibaly peut reprendre parce que j'étais déconnectée? C'est bon, j'ai noté. En son temps, je vais donner la question. OK, très bien. Merci. Madame Kwasi, vous avez la parole, s'il vous plaît. Madame Kwasi n'est plus en ligne. Voilà. Monsieur Sani Alidou, vous avez la parole après Monsieur Ouedraogo Victor. Si Madame Kwasi revenait, elle va prendre la parole. D'accord. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir, Madame la coordinatrice. Bonsoir, moi, c'est Sani Alidou. Je suis un chef projet dans une ONG locale en Ritangou, l'ONG Potalmen. Nous avons comme prérogative d'alphabétiser fondamentalement la population nomade, la population mobile des éleveurs. L'ONG China fait ce travail depuis bientôt 30 ans. Je remercie Madame Ouedraogo pour la présentation. On a beaucoup appris et c'est toujours un plaisir de participer à de telles initiatives qui apportent un plus. Juste que j'avais une petite question. Madame, dans sa présentation, a parlé du partenariat public-privé. Je ne sais pas quelle configuration elle donne à cela. Comment est-ce qu'elle pense que cela pourrait contribuer à relever le défi qui est le nôtre actuellement, notamment en Afrique de l'Ouest.
Et ma deuxième préoccupation est plutôt une doléance, je ne sais pas s'il faut l'appeler comme ça. Il y a des pays où le PIB, comment dirais-je, le fonds alloué à l'alphabétisation est relativement un peu élevé, et à l'instar des pays comme, comment on l'appelle, la Tanzanie, l'Éthiopie, voilà, le Burkina Faso, la Namibie, le Burundi, le Botswana, le Lesotho, voilà. Est-ce que l'étude prochaine, je vais dire, s'il y en aura, je suis sûr qu'il y en aura, est-ce qu'on pourrait essayer peut-être de se rapprocher des instances qui dirigent l'éducation non formelle dans ces pays-là, ou peut-être des leçons apprises pour savoir comment est-ce que ces pays se sont comportés, quelles ont été les démarches pour en arriver à ce taux. Parce qu'il y a la Tanzanie qui est presque à 10% de son budget pour l'éducation non formelle. Qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qu'on peut apprendre et pour essayer aussi de repenser. Je confirme qu'effectivement au Bénin, nous sommes à moins de 1% de financement pour l'alphabétisation. J'ai les chiffres exacts devant moi. Et ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est vraiment pas une bonne chose. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, merci beaucoup. Ok, merci, Monsieur Alidou, pour ces réflexions qui font réfléchir, je veux dire. Pardon pour la tautologie. Ok, Madame Kwasi est revenue. On vous donne la parole avant de donner la parole à Monsieur Ouedraogo. Carole, bonjour à tous. C'est vraiment dit grand bravo à Madame Ouedraogo pour sa présentation et surtout pour les aspects de l'étude. Je ne fais pas partie des pays, la Côte d'Ivoire ne fait pas partie de ces pays, mais je crois que comme les autres ont dit, on se retrouve parfaitement dans cette monographie faite de la situation du financement. Tout à moi, je suis très heureuse de participer à ce webinaire. Donc, merci à DVV à tous, parce que nous sommes au niveau de la Côte d'Ivoire dans cette dynamique de travailler sur le volet financement. Oh là là, la connexion de Madame Kwasi se flanche. Désolée. Bon, Monsieur Ouedraogo, vous allez intervenir d'abord. Je pense que cette étude vient vraiment à temps aussi, parce que nous sommes en train de travailler sur cette question. Effectivement, depuis le 7 octobre, on devait faire un panel avec des experts également, dont le Burkina, le Bénin, pour nous accompagner, pour qu'on sache un peu quelles sont les difficultés. Parce que les recommandations demandent un fonds dédié à l'alpha. Et à ce niveau, nous pensons que les autres pays peuvent nous accompagner. Je pense que son étude également va éclairer la note que nous avons pu réaliser. À ce niveau, je voulais en recommandation, ce qu'elle a eu à dire en recommandation, je suis totalement d'accord avec elle, mais j'aurais souhaité que deux aspects soient, peut-être que c'est, comme c'est un résumé, mieux ressorti. C'est surtout le volet de prise en charge par les communautés de elles sont des communautés qui ont besoin d'appui, mais ces mêmes communautés, c'est leur éducation. Quand nous avons eu à travailler avec certains groupes de personnes analphabètes sur des projets, on a vu qu'ils étaient en fin de formation à payer des pagnes et exigeaient même des pagnes de qualité. Par contre, la communauté avait, ces groupes de personnes avaient des difficultés ou ne voulaient pas intervenir en assurant, par exemple, les craies, ces petits matériels. Donc, je pense qu'on doit travailler nous-mêmes aussi à amener les communautés à voir la nécessité de participer à leur propre formation. J'ai
J'ai surtout aimé l'aspect financement innovant. Peut-être qu'on n'a pas été sorti innovant, mais qui était là à travers l'appui que devaient apporter les sociétés privées. Maintenant, j'ai une précision à faire en ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Au niveau de la coordination, je suis la directrice de la coordination et du suivi des programmes d'alphabétisation. Je pense que les données ont changé. Avant, c'est vrai, il y avait un problème de coordination. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que tout est parfait, mais aujourd'hui, toutes les structures intervenant dans l'alphabétisation, surtout celles prioritairement qui font la mise en œuvre, ministère de la Famille, de la Jeunesse, de la Justice, et j'en passe, qui est appelé SICA AENF, et toutes les données depuis 2023-24 sont mises à disposition du ministère de l'Éducation nationale. Donc, désormais, les statistiques que vous voyez ne sont pas les statistiques sectorielles, mais multisectorielles. Et en ce qui concerne les statistiques également, l'État a consenti à financer une enquête nationale spécifique qui a été menée par l'Agence nationale des statistiques. Et déjà, les résultats sont donnés, comme à la phase de validation. Donc, vraiment, grand bravo à Madame Ouedraogo et à Pamoja et à DVV. Et nous pensons que on pourra vous convier à participer à ce programme selon le programme du CADI. Merci beaucoup, Madame Kwasi, pour vos commentaires et vos suggestions qui ont été très bien notées. Nous passons la parole à Monsieur Ouedraogo Victor et ensuite au DAJE. OK, et merci de me donner la parole. Et merci également à DVV et à Pamoja Éducation pour la thématique du jour. Vous m'entendez? Oui, très bien, président. OK. Pour la thématique du jour, et également mes remerciements à Madame Ouedraogo Éléonore, qui en tout cas, de façon brillante, accomplit la mission de présentation. Alors, j'ai une question. Quand elle a parlé de financement public-privé, bon, je sais qu'on entend parler au Burkina, mais c'est généralement dans les entreprises, construction des usines, des routes, où l'État a besoin du secteur privé, public-privé. Au niveau du non formel, l'éducation non formelle, je me demande comment cela peut être vraiment fait. Vraiment, c'est ma question. OK. Merci beaucoup Et pour cette question. Je n'ai pas terminé. Voilà, OK. OK. Et au niveau des types de financement, je pense d'abord qu'il faut que c'est une volonté politique. Je répète, c'est une volonté politique de nos dirigeants. Au Burkina, actuellement, il y a ce qu'on appelle le Faso Mebo, où les contributions sont volontaires, des gens apportent des sommes importantes ou du matériel, etc. Au niveau de l'éducation non formelle, est-ce que le problème n'allait pas être résolu? L'autre question, c'est au niveau des collectivités territoriales. Moi, je pense que chaque collectivité territoriale doit prendre ses responsabilités en matière d'éducation non formelle au niveau de sa commune, en faisant le plaidoyer interne même, en faisant un plaidoyer interne au sein de sa commune. Moi, je pense que ça peut changer un peu la donne. Chaque fois compter sur l'externe, là, c'est bien, mais je me demande si en réalité, à long terme, ça va tenir. OK. Je crois que c'est ce que j'avais comme question. Merci beaucoup, Président, pour les questions et les commentaires. Nous allons passer la parole à M. Mamadou
Ah, je savais pas que c'était toi qui étais sous le TAJE. Bienvenue, tu as la Ouais. parole. Bonjour Carole, bonjour à tous. Bonjour. Je suis Marlon Mandou, directeur de l'alphabétisation des adultes, des jeunes et des enfants en DAJE que j'ai voulu. Est-ce que tu peux couper ta vidéo pour permettre que la Merci à Mme Hidalgo pour. connectivité puisse... Attends, je vais arrêter la vidéo. Ok, c'est bon. Je crois que la connexion va s'améliorer maintenant. C'est bon, c'est bon. Oui, c'est bon, on Donc t'entend. voilà, je disais que je suis Marlon Mandou, directeur de l'alphabétisation des adultes, des jeunes et des enfants. Merci donc à Mme Hidalgo pour sa présentation. Ma collègue, Mme Kwasi Yvette, qui est intervenue juste avant moi tout à l'heure, a parlé un peu de la coordination. Elle a déjà répondu à cette question parce qu'il y a un qui avait parlé de manque de coordination donc des structures étatiques. Et je pense qu'elle a déjà répondu à cette question. Je voudrais intervenir surtout sur la vision du gouvernement qui est donc au niveau du local, pardon. Euh, Cette vision est traduite donc par Madame le ministre ici en Côte d'Ivoire qui fait donc de chaque école primaire un centre d'alphabétisation, potentiellement un centre d'alphabétisation. Nous, en Côte d'Ivoire, nous n'avons pas de problème de local. C'est vrai que l'alphabétisation peut se faire partout, dans les églises, dans les mosquées, etc. Mais en Côte d'Ivoire, la vision affichée actuellement, c'est de faire donc l'approche une école, un centre d'alphabétisation. Donc, ce problème, nous n'avons vraiment pas de problème local. Je voudrais également indiquer qu'au niveau du financement, comme l'a dit Madame Kwasi, ma collègue tout à l'heure, nous sommes en train de réfléchir donc à ce projet de financement d'alphabétisation ici en Côte d'Ivoire. Donc très bientôt, nous allons peut-être inviter donc Pamodia et deux autres partenaires donc à ce panel pour réfléchir ensemble à comment donc réussir donc cette vision qui est affichée par le président de la République et ensuite traduite par Madame le ministre. Donc voilà toute une contribution que je voulais faire pour dire que merci à tous ceux qui participent à ce webinaire et que vraiment nous soyons tous euh, au même niveau d'information chaque fois que nous aurons l'occasion, malgré nos multiples charges, de participer à cette émission. Merci beaucoup. Merci infiniment, Monsieur Ma, pour ces commentaires et ces informations. Et on reste ensemble pour la suite. Monsieur Junior Silla Ahmed, vous avez levé la main. Après, Monsieur Draman connaît et puis on va s'arrêter là pour faire la synthèse. Est-ce que nous sommes pris par le temps? Oui, Monsieur Junior Silla, Ok, allez-y. bonjour à tous. Bonjour, Oui, présentez-vous. bonjour à tous. Oui. D'accord. Je suis Monsieur Silla. Je suis consultant formateur en alphabétisation classique et numérique en Côte d'Ivoire. Je suis aussi président d'une ONG dénommée ONG Charité pour tous. Et notre mission, c'est de lutter contre l'analphabétisme en Côte d'Ivoire. Ok, Moi, merci. je voulais me prononcer sur la question du financement. Moi, je pense que la question du financement dépend des pays. Parce qu'il y a des pays où le volet financier en alphabétisation est déjà un acquis. Tandis qu'il y a d'autres pays, c'est un peu compliqué. Alors, quand on prend par exemple le cas de la Côte d'Ivoire, je tenais d'abord à remercier la direction, toutes les actions qu'ils mènent pour que vraiment l'alphabétisation soit à un certain levier. Mais le volet financier vraiment fait que c'est un peu compliqué. Par exemple, moi, j'ai des centres d'alphabétisation à Cocody. Et vraiment, c'est compliqué. Quand je dis c'est compliqué, on peut prendre un alphabétiseur pour faire les cours avec les apprenants, tout ça. Mais à cause du problème financier, quand cet alphabétiseur peut être admis à un concours, du coup, il décide de partir et les Admitted apprenants to restent comme ça. a competition, they are obliged to go, and we are obliged to go and look for another teacher of literacy, which poses a problem and which is very complicated. Encore nos autorités locales à vraiment s'investir dans ce domaine-là, que ce soit au niveau financier,
Parce que tant que le volet financier n'est pas vraiment relu ici dans notre pays et peut-être dans d'autres sous-régions, ça serait un peu compliqué. Parce qu'on peut comprendre qu'on prend un alphabétiseur, il travaille, mais à cause d'un concours, mieux parce qu'il a gagné mieux ailleurs, bon, il laisse les apprenants en cours de route. Vous voyez que c'est compliqué. Donc, c'est cette petite contribution-là que je voulais juste apporter. Merci. Ok, merci beaucoup. Ça pose une fois encore la problématique de la gestion des ressources humaines dont on avait déjà parlé au début. Monsieur Draman Koné, vous avez la parole et on va clôturer cette phase de questions et commentaires avec vous. Vous pouvez activer votre micro, s'il vous plaît. D'accord. Bien, merci beaucoup à vous. Merci à Madame Eleonore Ouedraogo pour sa belle présentation. Merci également à Madame Fastner qui nous a permis de participer à ce webinaire qui, ma foi, est une lumière pour nous sur la question vraiment de l'éducation non formelle dans notre sous-région ouest-africaine. Je suis Dr Kone Draman, enseignant-chercheur à l'Université Alassane Ouattara. Je suis également président d'une ONG qui fait la promotion du partenariat entre Bouaké, ma ville, et une ville d'Allemagne qui est Reutlingen. Et c'est justement dans le cadre de ce partenariat-là que j'ai fait la connaissance de ce qu'on appelle la Volkshochschule, qui est la considération, donc la DVV. Je veux dire, ce sont les unités donc, de formation voilà, qui forment la DVV, les Volkshochschule, qui, peut-être pour rappel, pour certains d'entre nous ici, euh, ont été fondées à partir de la volonté vraiment de certaines personnalités qui se sont dit qu'il fallait trouver donc un cadre, n'est-ce pas, de formation pour des travailleurs, pour des adultes, donc des gens qui travaillent, qui sont en entreprise, qui sont en usine, mais qui n'ont pas eu la chance d'être scolarisés, créer un cadre pour ces personnes-là, pour qu'en soirée, elles puissent, j'allais dire, apprendre évolue un peu plus du point de vue intellectuel, du point de vue, on va dire, de la connaissance. Et cela a impacté effectivement donc la productivité des entreprises et c'est devenu une culture. Donc, cela a généré donc les Volkshochschule qui sont aujourd'hui une culture en Allemagne. Je le dis sous la vigilance donc de Madame Fastner. Et donc, je pense que on s'est attaqué, on s'attaque au problème du financement, mais je pense que sinon, le véritable défi, c'est la perception donc, de l'éducation non formelle par nos autorités de façon générale. Ce n'est pas tellement que nos environnements sont différents que le problème de financement il est différent, mais c'est quelle perception nous avons de façon générale de l'éducation non formelle. Et je crois que, en termes de contribution, nous devons faire un véritable travail à ce niveau-là. Et quand je dis nous, je fais allusion à la DVV, à PAMODIA, en tout cas à toutes les grosses structures, pour faire un travail vraiment de plaidoyer auprès de nos autorités, pour que la perception, la vision de nos autorités elles-mêmes change sur l'éducation non formelle. Parce que si on croit véritablement que l'éducation non formelle peut accroître la productivité des entreprises, peut accroître la productivité des individus dans leurs activités libérales personnelles, peut accroître, j'allais dire, le niveau de compréhension, d'harmonie, de cohésion sociale par rapport aux compréhensions, n'est-ce pas, de développement, aux compréhensions des politiques locales, par le fait du relèvement donc, du niveau d'apprentissage. Alors, à partir de ce moment-là, trouver les moyens deviendra, j'allais dire, coulera plus ou moins de sources. Et donc, pour moi, tous les défis financiers que Mme Eleonore Ouedraogo a relevés ici sont très pertinents, mais peut-être faut-il travailler véritablement sur la perception, n'est-ce pas, de l'éducation non formelle auprès de nos autorités, auprès des responsables des collectivités territoriales et auprès donc des mécènes dans nos différentes communautés. Cela peut apporter vraiment une solution en amont sur la question du financement et des solutions qui soient structurelles. C'est ce que je voulais apporter comme contribution. Merci. Merci, Monsieur Koné, pour votre contribution. À un moment donné, la présentatrice a rappelé qu'il y a eu beaucoup de défis qui ont été listés, mais dans le cadre de la présentation, elle s'est circonscrite uniquement sur les questions de financement. Et comme vous l'avez dit, le véritable défi aussi, c'est la perception, effectivement, que les gens ont de nos sous-secteurs. Et c'est ensemble qu'on pourra changer cette perception-là. J'avais dit que vous étiez le dernier intervenant,
qu'on redonne la parole à Madame Ouedraogo, mais je vois une main. Permettez qu'on la prenne rapidement en 1 minute. C'est Madame Sissoko Awa. Vous voulez parler? Ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Je ne sais pas si c'est une anglophone ou... Non, non, c'est une francophone. Ah, ok, allez-y. Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour, mesdames et messieurs, tous les participants. Je voudrais vraiment saluer DVB International. Madame, vous avez 1 minute. On est D'accord. pris par le temps. Je suis la directrice des matériels didactiques de l'alphabétisation en Côte d'Ivoire. Et je voudrais juste plaider pour que tous les centres d'alphabétisation, que ce soit étatiques, c'est-à-dire de la stratégie ou des promoteurs privés, que nous utilisons des manuels agréés en contenu consolidé dans tous les sens. Parce que nous avons observé que dans des centres alpha, on utilise aujourd'hui Mamadou et Binita. Il est bon que, comme la direction de matériel existe, que tous les centres d'alphabétisation, que ce soit étatique, je me répète, ou non formels, c'est-à-dire de promoteurs privés, qui se rapprochent de nous et que également soit pris en compte un niveau 3, si c'est possible, un niveau 3 qui va sortir véritablement nos néo-alphabétisés de l'analphabétisme. Ça peut les amener éventuellement à continuer à consolider les acquis et mieux aller au-delà en s'inscrivant dans des cours. Non, non. Oh, on a perdu Madame Sissoko. Madame, votre micro est coupé. Bon, on a compris que c'était un plaidoyer à l'endroit des acteurs ivoiriens. Ils sont là, ils ont entendu. Merci beaucoup. Je passe rapidement la parole à Madame Ouedraogo Eleonore pour répondre de façon succincte aux différentes questions. Je crois qu'il y a essentiellement les questions posées par... comme on n'a plus beaucoup de temps, je lui laisse la parole. Elle répond aux questions auxquelles elle peut répondre. Et puis après, on peut aussi faire un document de questions-réponses qu'on envoie à tous les participants. Comme ça, on va gagner du temps. Parce qu'on n'aimerait pas prendre tout votre temps pour que la prochaine fois, quand on vous invite, que vous ne veniez pas. Donc, on essaye de respecter l'heure. Et là, on a déjà dépassé le temps de 8 minutes. Ok, Madame Ouedraogo, vous avez la parole. J'espère que vous êtes en ligne. Merci, je suis en ligne. Ok. Vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Voilà. Merci, Madame la coordonnatrice. Merci à tous les intervenants pour vos commentaires, vos réflexions que nous prendrons en compte. Alors, Monsieur le docteur Kwasi a déjà, Madame la coordonnatrice a déjà répondu. Merci pour la nuance et le plan de carrière au niveau de la Côte d'Ivoire et la bonne pratique que vous avez partagée avec nous. Et merci également à Madame qui est allée dans le Madame Kwasi, qui est allée dans le même sens et qui a fait une recommandation vraiment sur le volet de la prise en charge des communautés. Voilà, et c'est vrai, elle a déjà dit, la Côte d'Ivoire n'a pas fait partie de l'étude, mais on a les mêmes réalités. On a les mêmes réalités. Je pense que on prend note de ce que vous venez de nous dire. Ben, au niveau du Bénin, bon, je pense que ceux qui ont renseigné la fiche nous ont donné moins 1%. C'est ce que Madame la coordonnatrice dit. C'est pour dire seulement que ça ne vaut pas 1%. Alors, maintenant, si ça a évolué, bon, ou si ce n'est pas le cas, s'il y a un chiffre, on peut le prendre en compte. Alors, Monsieur Paulin,
qui demande ce qui est dit au niveau de la... Ce sont les mêmes défis, oui. Évolution des budgets ces 10 dernières années. Alors, l'étude ne s'est pas intéressée à cet aspect, mais c'est vrai que une autre étude, si nous avions ces données-là, en tout cas, ça pouvait nous permettre de voir l'évolution. Mais je peux même d'ores et déjà, sans une étude, vous affirmer que, en tout cas, l'évolution là, soit c'est en dents de scie, soit ça régresse. En tout cas, les situations diffèrent d'un pays à l'autre. Voilà, parce que, en exemple, il y a quelques années, en 2010 par exemple, le Burkina était à 8%. Le budget de l'ANF par rapport au budget de l'éducation était à 8%. Aujourd'hui, en 2023, on était à 4%. Mais je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, je n'ai pas le chiffre, mais ça n'atteint pas exactement même les 4%. Voilà, c'est la réalité comme ça. C'est la réalité comme ça. Alors, il fallait prendre, est-ce que les coordinations des autres ministères, le fait qu'il y a l'alphabétisation qui est menée par d'autres ministères, est-ce que la coordination là, de ces ministères-là a été prise en compte? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est vraiment ce que vous nous demandez. Nous ne sommes pas intéressés à ça. Et la répartition du budget alloué, le dispatching du budget non plus. Voilà ce que je peux dire à ce niveau. Nous ne sommes pas intéressés. Par exemple, si on dit que c'est 1% du budget de l'éducation, c'est 1% là. C'est le dispatching, c'est quoi? Bon, au niveau du Burkina, ils ont dit il y a le suivi qui est dedans et il y a les salaires. Mais les autres pays n'ont pas pu préciser quel est le dispatching qui est fait. Mais en général, c'est la même chose. En général, c'est la même chose. Madame Bassenga a parlé de la mobilité, de la rémunération et de la gestion des carrières. Ça, c'est une réalité. Et il faut pour la... Mais c'est de bonne guerre. Hein. Quand vous prenez un facilitateur ou un alphabétiseur qui touche 20 000 francs par mois, alors, vous ne pouvez pas l'empêcher de partir s'il peut avoir en tout cas 60 000 francs ailleurs ou 100 000 francs ailleurs. Alors, on ne peut pas l'empêcher de partir. Je pense que c'est la politique là qui devrait permettre en tout cas de pouvoir I maintenir think the policy should allow us to maintain these people in place. Regarding statistical data, they are education. The facet support by community. vraiment très importante, oui, c'est vrai. Mais je pense que les communautés font ce qu'ils peuvent. Hein. Voilà, ils font ce qu'ils peuvent, ils s'intéressent. Mais je pense que l'effort doit venir beaucoup plus au niveau de l'État pour les accompagner. Mais c'est bien que les communautés aussi prennent leurs choses en main et qu'ils fassent ce qu'ils peuvent comme ils le peuvent. Voilà. Merci pour ça. Alors, le partenariat public-privé. Alors, c'est une stratégie qui vise à mobiliser de l'argent auprès d'investisseurs pour pouvoir mener une activité. Alors, j'étais en train de chercher, quand on a posé la question, j'étais en train de chercher le pays qui a parlé du partenariat public et privé et je n'ai pas pu identifier le pays pour vous dire c'est quel pays. Mais je ne suis pas, j'ai tout juste relevé les types de financement qui existent, mais je ne suis pas rentré dans le financement pour savoir le partenariat public et privé, là, ça consiste en quoi? Je sais que ça se fait au niveau des entreprises, des BTP, des quoi, ça se fait, mais au niveau de l'éducation, je n'ai pas encore vu ça. C'est peut-être une bonne pratique qui voudrait mieux qu'on creuse aussi pour voir.
Sinon, si vous Il y a laissez... des pays comme la Guinée, le Mali qui ont donné Voilà. des exemples avec des secteurs miniers où on forme les gens qui travaillent dans le secteur des mines. On met en Ok. place un programme d'alphabétisation pour eux. Et puis, c'est l'entreprise qui prend en charge une bonne partie de la formation. Donc, Ok. c'est un exemple parmi tant d'autres. La dernière Voilà. fois, quand on a fait le webinaire sur le financement, on a évoqué la possibilité, par exemple, de soumettre des projets d'alphabétisation aux téléphonies mobiles. On en a beaucoup dans nos pays et ces gens-là, Dieu sait qu'ils font beaucoup de chiffres. Donc, on pourrait, si on a un bon argumentaire, on pourrait les convaincre de financer des programmes d'alphabétisation et d'éducation des adultes. Donc, c'est des exemples de partenariat avec le secteur privé qu'on peut Voilà. évoquer. Merci pour le complément. J'étais en train Merci. de chercher Mm. les trucs pour dire c'est quel pays qui a dit ça et en quoi ça consiste. J'ai pas trouvé ça rapidement pour vous dire. Maintenant, au niveau, je pense que le financement par les téléphonies mobiles, ça se fait, hein. Je pense que M. Odrago Victor pourrait vous dire ça. Et ils ont reçu un financement d'une téléphonie mobile ici pour ouvrir des centres et ça a très bien marché. Et M. Sani Ali nous demande pourquoi la Tanzanie est à 10%. Qu'est-ce qui a marché chez eux? Qu'est-ce qui ne marche pas chez nous? Alors, bon, c'est une question de politique, hein. C'est une question de politique. Si l'État pense que l'ANF est vraiment est un secteur qui peut faire avancer l'éducation, ils mettent les moyens pour ça. Voilà, c'est une question de politique. C'est pas plus que ça. C'est pas plus que ça. Alors, c'est la volonté politique, oui, c'est la volonté politique, M. Ouedraogo Victor l'a dit. Et M. Mamadou, ils n'ont pas de problème de local, projet de financement de l'alpha en réflexion, oui. Monsieur, c'est la mobilité des alphabétiseurs, oui. C'est ça, c'est ce que je disais, hein. Bon, vous voyez, si on ne revoit pas les choses, si on ne revoit pas les choses, si on ne forme pas les gens convenablement, s'ils ne sont pas rémunérés convenablement, bon, il est de bonne guerre que le monsieur, s'il gagne mieux ailleurs, il partira et vous ne pouvez pas le retenir. Alors, tout ça, ça fait partie de la politique pour faire avancer l'ANF. Il faut que nos gouvernants là revoient ça pour que, bon, est-ce qu'un enseignant, bon, même un enseignant du primaire, il progresse, hein, il est là, il peut progresser dans son truc, il peut progresser. Mais nous, est-ce que nos personnels, là, à part la Côte d'Ivoire qui a partagé avec nous, est-ce que nous pouvons progresser? Les gens, ils sont là, ils sont dans les 20 000 là depuis des années. Si je parle de 20 000, je parle même du cas du Burkina Faso. Par exemple, les facilitateurs reflètent tous 20 000. Et ça depuis près de 20 ans. Qu'est-ce que vous voulez? Ils vont partir. Là où on paie 75 000 ou 100 000, ils vont partir. Et c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Et M. Draman dit, docteur Draman dit que le véritable défi, c'est la perception des autorités sur l'ANF. Oui, c'est vrai, on l'a dit. Dans les défis, on l'a relevé. C'est la perception de la mauvaise perception. C'est même la mauvaise perception de l'ANF. Les gens ne considèrent pas l'ANF comme quelque chose, un secteur qui apporte quelque chose. Quand vous prenez nos inspecteurs, par exemple, je parle de là où je connais, ils sont là, nos inspecteurs de l'enseignement, par exemple, du primaire ou du secondaire. Bon, pour eux, l'alphabétisation, bon, c'est pas ça la priorité, ça doit pas être ça la priorité du gouvernement. Alors, c'est dommage, parce que nous, on a des missions conjointes où on se retrouve, mais chaque fois, chaque année, depuis des années, on est obligé tout le temps de se défendre et de défendre l'ANF. Et ça, ce n'est pas normal. Et M. Sissoko plaidoyait pour que
les centres d'alpha utilisent les manuels agréés. Oui, Madame Sissoko. normalement, le matériel didactique est du ressort de l'État qui devra mettre à la disposition de tous les centres des documents didactiques qui sont validés par eux, que les gens puissent utiliser. Mais bon, jusqu'à présent, c'est le même, ce problème-là aussi, c'est les mêmes problèmes que les autres problèmes en fait. Voilà. Donc, je pense que c'est tout à c'est des défis qui sont là. Et puis, il faut reconnaître aussi qu'au niveau de l'alphabétisation et l'éducation non formelle, nous avons plusieurs alternatives éducatives, nous avons des formules, nous avons plein de choses, mais c'est à l'État de veiller à ce que si l'État agrée ces alternatives, si l'État valide ces alternatives, de veiller à ce que le matériel aussi suive. Voilà, de veiller à ce que le matériel aussi suive. Donc, voilà à peu près ce que moi j'avais noté, que je peux dire. Et merci en tout cas à tout le monde pour l'intérêt. La question que tu n'avais pas écoutée quand tu étais déconnecté, Voilà, c'est oui. le monsieur, il voulait la différence entre alphabétisation et ENF, parce que dans ta présentation, tu as dit que l'appellation diffère d'un pays à un autre. C'est monsieur Koulibaly qui avait posé la question. Voilà. Ah oui, bon, moi, les pays, vous savez, chaque pays m'a renvoyé son questionnaire et, et, et ils nous ont tout simplement dit que eux, ils appellent alphabétisation et eux, les autres appellent ENF. Par exemple, au Burkina, ils disent ENF. ENF, c'est l'alphabétisation est dedans, mais l'alphabétisation des adultes, mais il y a les adolescents qui sont dedans. Voilà, c'est ça la différence. Et il y a d'autres qui disent alphabétisation, mais en fait, ils font les deux. Il y a d'autres qui disent ANF, ça veut dire qu'il y a l'alphabétisation des adultes, mais il y a l'ENF des adolescents qui rentrent en ligne de compte. Voilà, donc c'est ça que je peux dire. Chacun a opté pour son appellation et c'est comme ça. Merci beaucoup, Madame Éléonore, pour Merci à ces vous. tentatives de réponse. Je crois que le débat n'est pas clos. On peut continuer à discuter dans d'autres cadres. Je voudrais repasser la parole à Monsieur Stanislas Mokani pour la suite. Je crois qu'on tend déjà vers la fin. Merci encore pour beaucoup. votre patience. Merci, Carole, pour avoir brillamment modéré ce temps de parole accordé aux participants. Je crois que chacun de nous est témoin de la richesse des interventions et des propositions d'amélioration faites par les uns et les autres. Ceci appelle un troisième round, toujours sur le financement de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle. Le réseau Pamoja Éducation verra la formule parce que cette grande mobilisation autour de la thématique montre que cela représente un intérêt pour les uns et les autres. Et ce que nous devons retenir fondamentalement, c'est que c'est vrai, un problème de financement se pose, mais avant tout, c'est la vision, la volonté politique. Si on considère vraiment, comme quelqu'un l'a dit, l'éducation non formelle comme étant un facteur favorable à des politiques socialement bien dimensionnées, à l'épanouissement collectif, je crois que quand c'est fait comme ça, ce sous-secteur sera mis en avant pour le bonheur de millions et des millions de citoyens africains. C'était prévu que le président de Pamoja Éducation fasse la clôture. Il n'est pas en ligne, donc je voudrais proposer que Carole puisse faire ce Il y a protocole. Monsieur Melvin Kowa, qui est aussi membre du CA, qui va prendre la parole. Il D'accord, représente le président. d'accord. So, Melvin, you have the floor. Please turn on your microphone. Voulez-vous bien activer votre micro? Vous avez la parole. Good afternoon, everyone. Oui, bon après-midi à tout le monde The de la part chairman, Dr.
du président du conseil, Dr Ali Maman, de Pamoja Ouest Afrique, Afrique de l'Ouest. Je remercie mes remerciements et mes appréciations s'adressent à notre coordinateur pour. Donc, il s'agit du chef de Pamoja Afrique de l'Ouest, donc au Pamoja Education Honchoki, hôte de cette plateforme. Je lui remercie beaucoup d'avoir fait une si bonne coordination et je remercie également la présentatrice, Madame Eleonore Ouedraogo. Je sais qu'elle est de Burkina Faso et je remercie également tous les acteurs de la région qui ont participé dans cette plateforme, tous ceux qui ont partagé leurs expériences et qui ont laissé leur programme chargé pour faire partie de ce programme, et des remerciements très spéciaux à l'endroit de notre bailleur de fonds DVV qui assure toujours que nos programmes puissent être fonctionnels. Et je remercie également Moja qui fait des actualisations sur les activités dans la région, et je vous remercie à vous tous. Et mon message fort, c'est que nous restons tous engagés, provenant de nos gouvernements, communautés, partenaires, pour que nous puissions jouer le rôle d'une force transformatrice pour l'Afrique. Merci à vous tous. Merci beaucoup à M. Melvin